qu'on m'entend bien? Oui, ça va? Voilà. Je voudrais d'abord remercier les amis de la semaine de la pop philosophie, M. Serrano et ses collaboratrices. Ça me donne l'occasion à mon épouse et moi-même de découvrir les merveilles de Marseille. C'est une ville assez fabuleuse qu'on découvre avec beaucoup de bonheur. Et puis on a l'occasion d'écouter des collègues ou des... Voilà, c'est un bon moment de vie. Alors je vais vous parler de Gaston Lagaffe. Je suis belge. Et donc la bande dessinée est une zone d'excellence de notre pays. Elle fait partie, je dirais, de l'imaginaire des Belges. Certains d'entre vous ont sans doute écouté la mise en bouche, la première étape de la semaine de la philosophie. Il était question du moment philosophique. Vous habitez dans un pays, en France, où la philosophie a toujours eu une importance énorme. Elle est peut-être déclinante, je ne saurais pas le dire, mais elle a fait partie de la constitution d'identité française, du formatage, de la fabrication des esprits français. Moi, je viens d'un pays, la Belgique, et je vis dans un autre, le Canada, où la philosophie est, comment dire, égarée dans des bantoustans idéologiques. Hein, donc, aussi, le pays dans lequel je vis, celui d'où je viens, elle n'a aucune importance, vraiment aucune importance. Elle est très peu enseignée, elle n'intervient pas dans l'espace public de discussion, dans la politique, dans l'art, elle en est absente. Alors, ça va donner sans doute, pour ceux, les espèces de misinzins qui s'intéressent à la philosophie, ça va leur donner un rapport à la philosophie sans doute fort différent de celui qui peut exister dans un pays comme le nôtre, où vous avez, durant votre cursus scolaire, vous êtes frotté avec un succès divers, un intérêt divers à la philosophie. Ce n'est pas notre cas. Donc la manière dont je vais approcher Gaston Lagaffe est sans doute tributaire d'un autre rapport à la philosophie, peut-être pour partie en tout cas, d'un rapport à la philosophie qui est assez spécifique pour des gens de pays qui vivent là où elle n'existe pas. Je pense que vous le verrez sans doute progressivement dans mon exposé. Du moins, c'est un de mes objectifs de laisser transparaître cette dimension-là. Alors, effectivement, les Belges sont des esprits pratiques. Hein, donc, vous connaissez la phrase de Jules César, la première partie, Omnium populorum gallicorum belgissime sunt belgae sunt bravissimi. De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves, mais on omettait soigneusement de nous dire la fin de la phrase parce qu'ils sont les plus éloignés de la civilisation. Ça, on ne l'indiquait pas dans la faible constitution de notre identité. Donc, nous sommes des gens très pratiques. Alors, effectivement, c'est un parti pris, un coup de force pour nous. La philosophie, c'est vraiment important, pour ceux qui s'y frottent, de mieux comprendre le monde dans lequel nous sommes et d'y vivre mieux. Et d'instaurer un cercle vertueux entre le fait de mieux le comprendre et de mieux y vivre. La question de Gaston Lagaffe, qui va être posée tantôt, qui reprend une phrase du philosophe allemand Adorno, c'est comment vivre bien dans un monde qui l'est moins. C'est ça la question de Gaston Lagaffe. Alors effectivement, pour nous, notre rapport à la philosophie est un rapport très pratique, de l'ordre de la sagesse de vie, pour partie. Il doit donc être communicable, parce qu'on ne peut pas être sage tout seul. On ne peut être, c'est de nouveau un coup de force que je vous lis, vous le prenez, vous ne le prenez pas, c'est votre affaire. On ne peut pas être sage, on ne peut être que sage avec les autres. Et alors, cette espèce d'hybridation merveilleuse entre le mieux comprendre le monde et le mieux vivre a un nom. C'est Spinoza, la philosophie de Spinoza, le grand rival de votre champion Descartes, ce philosophe juif portugais hollandais. Et je pense que c'est une philosophie qui introduit un cercle vertueux
entre le fait de mieux comprendre le monde et mieux y vivre et être en quelque sorte des gourous-gouverneurs de sa propre vie. Être les gouverneurs, les gourous, alors les gouverneurs de sa propre vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi pour moi, je fais vite l'impasse, qui est grandi et ne connaît à la limite que la philosophie anglaise, américaine et allemande, parce qu'on ne connaissait plus la philosophie française dans nos auditoires. Il y a un philosophe français que certains d'entre vous connaissent, qui je trouve être un tout grand philosophe, qui s'appelle Gilles Deleuze, et qui est vraiment le successeur de Spinoza. Vraiment, c'est plus qu'une parenté, c'est de l'ordre de l'amour, c'est de l'ordre d'une co-spiritualité. Moi qui connais peu la philosophie française, je l'ai connue à travers la philosophie de Deleuze. Et qu'est-ce que Deleuze et Spinoza nous disent? C'est quoi finalement la philosophie? Au point de départ, dans notre vie, il y a des choses qui vont nous remuer, des choses qui vont nous faire hurler, des choses qui vont nous faire s'indigner, des choses qui vont nous faire crier. Et à partir de ces cris, de ces déchirements, voire aussi parfois, comme nous l'avons fait mon épouse et moi, des émerveillements devant la beauté de votre ville. À partir de ces cris, on va faire des chants. Hein, donc, vous imaginez, ça vous est arrivé ça m'est arrivé, de vivre des drames atroces. J'ai perdu un fils à l'âge de 3 ans. À un moment donné, on crie. Et puis à un moment donné, il est question de sortir du cri et de faire des chants. Et quand on a soi-même trop d'émotions, on fait appel aux pleureuses. Et dans une certaine mesure, la philosophie, c'est sortir du cri, mais ne jamais l'oublier, et sortir du cri pour chanter, pour construire sa propre ligne mélodique. Alors je pense qu'on va voir qu'il y a sans doute une parenté de cris et de chants entre Deleuze, Spinoza et Gaston Lagaffe, et Franquin, singulièrement mon compatriote Franquin, qui est l'auteur de Gaston Lagaffe. On y arrivera. Alors, effectivement, la philosophie va nous donner dans notre perspective pragmatique des outils et des personnages conceptuels. On peut dire par exemple que Gaston Lagaffe est un personnage conceptuel. C'est quelqu'un qui en quelque sorte, à travers son espèce d'identité fluctuante, est à lui seul une boîte à outils pour comprendre notre monde et pour mieux nous y gouverner, pour mieux nous y diriger. Et comme nous sommes des gens à moitié pauvres, je ne dis pas vous, c'est mon cas, à moitié paumé, dans notre vie on bricole. Tout le monde ne s'appelle pas René Descartes, tout le monde n'a pas cette visée d'un empire absolu de la substance pensante sur la substance étendue. Non, nous on bricole, la philosophie nous donne une boîte à outils. Elle va nous aider avec un certain nombre de personnages conceptuels. Dans mon livre sur Gaston Lagaffe, certains connaissent sans doute cette nouvelle assez extraordinaire de L.P. Bartleby. Vous avez peut-être lu Une journée d'Ivan Denisovitch de Solzhenitsyn. Vous avez peut-être lu les histoires du brave soldat Schweig de Jaroslav Hasek. Ce sont des personnages conceptuels, ce sont des cousins germains des frères spirituels de Gaston Lagaffe. Avec eux, on apprend quelque chose. J'apprends, c'est ce que j'ai proposé dans mes livres. On apprend quelque chose pour mieux comprendre le monde et mieux se gouverner. Et pour Spinoza, mieux se gouverner, mieux comprendre le monde, c'est la même chose. Ou, si on les sépare un peu, l'un fait cercle vertueux avec l'autre. Alors, certains d'entre vous voient la figure de Ludwig Wittgenstein, qui est un philosophe assez extraordinaire. Au point de départ, c'est un ingénieur qui est un des inventeurs du turbopropulseur. Je pense que c'est un des grands philosophes du XXe siècle. C'est un philosophe qui a essayé, notamment dans sa première philosophie, de réfléchir sur qu'est-ce qui fait sens dans la vie. Il dit les propositions scientifiques, elles décrivent les états du monde, elles décrivent ce qui est. Et ce qui est, c'est. Clinton de l'air, comme on
dit chez nous, point à la ligne. Mais il y a bien d'autres choses dans notre vie que les propositions scientifiques. Hein, mon compatriote vient d'avoir le prix Nobel pour la découverte des bosons de Higgs. Ça ne m'a jamais vraiment empêché de dormir qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de boson de Higgs. C'est de l'ordre du sel. Nous sentons, écrit Wittgenstein, qu'à supposer même que toutes les questions scientifiques possibles soient résolues, les problèmes de notre vie demeurent encore intacts. À vrai dire, il ne reste plus alors aucune question, et cela même est la réponse. Ce qui peut être montré ne peut être dit. Il y a assurément de l'indicible. Il se montre. C'est le mystique. Alors on va voir une expérience de ça. Il y a des choses dans notre vie, et c'est sans doute un des nœuds de la semaine de la pop philosophie. C'est effectivement qu'il y a une partie de ce qui fait le tissu de notre vie, sa richesse, qui est de l'ordre de la monstration et non pas de la démonstration. Effectivement, c'est important pour nous, quand nous traversons un pont, de faire confiance aux équations mathématiques de l'ingénieur, mais à vrai dire, nous n'y pensons pas. Mais quand nous rencontrons notre cher et tendre, d'autres questions philosophiques se montrent sans pouvoir autant se démontrer. Sans quoi, l'international des cocus ne continuerait pas à payer régulièrement ses cotisations. Alors, voilà un exemple de notre instauration pratique de ce qu'est la philosophie pour nous. Vous voyez ce tableau de Van Gogh. Ce tableau de Van Gogh avec deux chaussures, notez-le bien, différentes. Hein, il y en a une qui regarde vers San Francisco et l'autre vers Zagreb. Elles louchent en quelque sorte. Ce ne sont pas les mêmes. Ça va faire dire à votre grand philosophe Derrida qu'elles sont dans la différence avec un A, pour ceux qui connaissent ce que ça veut dire. Eh bien, voilà, à partir de ce tableau, j'ai organisé ce que j'appelle un plateau. Et peut-être, je vous le propose, dans votre rapport à la philosophie, est-ce que vous faites des plateaux? Alors, il y a cette œuvre d'art qui se trouve, si je me rappelle bien, au Kröller-Müller au Kröller-Müller Museum d'Otterlo. Si vous avez l'occasion d'aller voir ce fabuleux musée en faisant 10 km à vélo avant d'arriver au musée lui-même, c'est une belle expérience. Voilà, ces chaussures. Eh bien, ces chaussures, par exemple, elles renvoient ce commentaire de Derrida dans De la vérité en peinture. Elles montrent une divergence, une différence. Quand vous écoutez maintenant le philosophe Martin Heidegger, pour Martin Heidegger, ces chaussures montrent quelque chose de l'attachement profond de la personne qui les a chaussées, parce que pour lui, il se fout un petit peu que l'une regarde Georges et l'autre Albert, c'est pas son affaire. Pour lui, ces chaussures montrent un attachement profond à ce qui constitue l'être là de la paysanne. Parce que pour lui, ce sont des chaussures de femme. Peu importe, à mon avis, en tout cas, du temps de Van Gogh, les ouvriers mineurs et les pauvres qu'il connaissait dans un petit village belge où il était apprenti pasteur n'avaient pas des sous pour pouvoir acheter des chaussures pareilles. Ils se déplaçaient à pied ou en galoche ou en sabot. Mais pour Martin Heidegger, ces chaussures symbolisent une certaine forme de solidité et de vérité. Et la vérité, c'est le fait de retrouver quelque chose qui est de l'ordre de nos attachements fondamentaux, de l'ordre de nos racines. Je pense que les termes mêmes, si vous permettez, les termes mêmes de Heidegger, c'est de dire que l'utilité fondamentale de ces chaussures relève de la solidité de ces chaussures. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir des chaussures solides pour Heidegger, comme elles sont là? Ça renvoie au fait que la paysanne est bien ancrée dans son monde, qu'elle est profondément attachée à la glèbe de ce qui fait sa subsistance, qu'elle est dans la vérité d'elle-même, dans l'authenticité de son être vivre, là où elle est, dans les terrains au labour desquels elle participe.
Il y a donc quelque chose de l'ordre d'une existence authentique liée à la solidité et la solidité des chaussures telles qu'elles se proposent là. C'est un deuxième. Je vous ai parlé très sommairement de Derrida, vous le connaissez certainement mieux que moi. Je vous parle un peu d'Heidegger. Je vous parle d'une troisième chose pour vous montrer ce que c'est un plateau à mon sens. À 9 ans, j'étais pensionnaire dans un pensionnat catholique où j'ai passé 9 ans et je ne savais pas lasser mes chaussures. Et quand j'étais voir ce tableau au Kröller-Müller de Otterlo, tout ce souvenir d'enfance, du fait que mes compagnons d'école se moquaient de moi parce que je ne savais pas lasser mes chaussures, voire même que je trébuchais, que je tombais dans la rigole, ce souvenir d'enfance m'est revenu. Et non pas seulement ce souvenir d'enfance, certains d'entre vous ont lu le fameux livre de Primo Levi, où il raconte son expérience dans le camp de Auschwitz-Birkenau, où il rencontre un juif de Thessalonique, et ce juif de Thessalonique lui dit deux choses. Une chose, faites attention à vos pieds, surveillez vos pieds, gardez bien vos pieds en bonne santé. Hein? Est-ce que ce n'est pas une leçon qui nous apparaît peut-être modeste, qui ne se trouve pas dans la critique de la raison pure, mais est-ce qu'il n'est pas important en quelque sorte de bien faire attention à nos pieds? Parce que nos pieds, c'est notre rapport au sol. Nous ne sommes pas dans la désolation, dans la perte du sol. Quand nous avons nos pieds convenables, éventuellement nos chaussures convenables, nous ne sommes pas, comme dira Hannah Arendt, une philosophe que je n'aime vraiment pas, dans la Heimatlosigkeit, la perte de la Heimat, la perte de notre monde, de quelque chose qui fait notre attache à tout le collectif de vie dans lequel nous sommes. Hein, donc avoir des bons pieds, c'est être effectivement, comme le suggérerait peut-être cette peinture, quelque chose de l'ordre, qu'est-ce qui est de l'ordre de nos attachements? Hein, ce qui est de l'ordre de nos attachements, on y reviendra, c'est un grand conflit philosophique chez les Américains. Et c'est quelque chose qui se retrouve en Belgique, au Canada où je vis, en France, c'est notamment la question des foulards. La question du foulard, la question du voile. Que faire avec les attachements? Comment les traiter? Est-ce que nous sommes des esprits purs, des moi désengagés, ou est-ce que nous sommes des êtres de glaive? Bien voilà, je viens de vous évoquer un plateau, et je fais des plateaux avec Gaston Lagaffe. Alors effectivement, une manière de faire des plateaux, c'est de voir tous les liens que nous avons avec l'art. Si nous prenons les artistes au sérieux, ce sont des gens qui nous dérangent. Ce sont des gens, je l'évoquais d'entrée de jeu, qui renvoient à nos cris fondamentaux, à nos chansons tristes, à nos mélodies, à nos chants tristes, à nos chants heureux. Et les artistes sont un peu comme des gens qui entrent dans la prairie et qui font lever les cailles, les lapins, etc. Ce sont des leveurs de symptômes. Ce sont des gens qui font émerger des tas de choses. Les artistes avec lesquels nous avons une connexion tonique, ce sont des gens qui nous remuent, qui viennent rejoindre nos cris, qui viennent rejoindre nos chants. Alors je termine là par Kant. Et effectivement, Kant, c'est quelqu'un qui va répondre d'une certaine manière extrêmement intelligente à la signification de ce que peut être l'art. Si certains d'entre vous, moi, les musiques contemporaines des jeunes, j'y suis complètement sourd, en partie parce que je suis sourd. D'ailleurs, je m'arrête au choral de Leipzig de Jean-Sébastien Bach. C'est une lacune énorme dans ma culture. Après, j'ai vraiment beaucoup de difficultés. Quand vous écoutez un choral de Bach, vous pouvez éventuellement avoir à la fois quelque chose qui vous remue profondément jusqu'à dans vos tripes, parce que les chorales de Leipzig, ce sont des chorales qu'il écrit quelques semaines avant sa mort, quand il est déjà aveugle, avec l'aide de son élève. C'est une méditation sur la mort ou sur la fin de vie. Mais à la fois, c'est une architecture. Donc, dans une certaine mesure, à des moments donnés, quand vous êtes positionné par rapport à une œuvre d'art, vous êtes dans la compréhension et dans l'émotion. Voilà. Alors, on arrive à Gaston Lagaffe.
dans le journal Spirou était donc distribué majoritairement chez vous et chez nous. Les publicités n'étaient pas les mêmes. Donc il fallait remplir les trous qu'on appelait des culs de lampe. Et pour remplir les trous, on a fait appel à Franquin, qui revenait des États-Unis, qui a vécu 4 ans aux États-Unis, on the road, sur la route. C'est quelque chose de très important dans son œuvre. C'est quelqu'un qui est en mode fuite, en mode toute escampette. Ce n'est pas du tout étranger au fait qu'il ait vécu. Et donc on a demandé à ce jeune dessinateur de remplir des cases. Il a trouvé au point de départ un espèce de nullard pour remplir des cases. Au point de départ c'était un dessin, puis c'était 2 dessins, une demi-ligne, 4 cases. Il voulait s'en remettre à celui qu'il avait d'abord créé, qui s'appelait JDM. Certains d'entre vous connaissent ce dessinateur, dont le vrai nom est de Meesmaker. De Meesmaker, vous voyez ce héros de Gaston Lagaffe, ça veut dire le coutelier, hein, en flamand. Et il n'en voulait plus. Et donc c'est Franquin qui était contraint par la direction du journal Spirou de continuer à dessiner Gaston. Eh bien voilà, il a dû travailler. Et ce Gaston, il est posé dans l'univers du travail. L'univers du travail, il est de 2 types dans l'entreprise du Pouy. Il y a des gens qui sont confrontés à la répétition, à la répétition de gestes qui apparaissent inutiles, mais qui ont leur utilité. Ce sont des travaux répétitifs, classer les archives, classer le courrier. Et ce sont des activités qu'on appellera, dans la grande distinction que la philosophie grecque fait, des activités qui relèvent de ce qu'on appelle la poiesis. Ce sont des activités qui servent à la reproduction, dans lesquelles on est enchaîné à des processus de travail répétitifs, dans lesquels on est enchaîné à la reproduction. Vous voyez une jeune femme qui allait son enfant. Pour les Grecs, aimer sa femme, c'était un peu une paf, ça ne se faisait pas tellement. Vous voyez un laboureur, vous voyez Gaston. De l'autre côté, vous avez des messieurs plus ou moins barbus, habillés dans des draps blancs, qui discutent de la manière dont il faut conduire la cité. Eux sont dégagés de tout souci. Les gens qui sont dans l'axe poésie, ce sont des gens, je ne dis pas qu'ils sont indignes, mais ils sont tellement soucieux de tout ce qui fait la reproduction que les Grecs décident qu'ils n'ont pas la légitimité pour entrer dans la praxis. Dans la praxis, c'est la création libre de soi. À la fois ce qu'on appelle l'autonomie, choisir ses propres moyens, et l'autotélie, choisir librement ses propres fins. Ce n'est pas le monde de la nécessité, c'est le monde de la liberté. Ce sont des distinctions qui seront reprises ultérieurement par Karl Marx. Et nous allons retrouver ça dans l'entreprise du Pouy, cette distinction entre des gens comme Gaston, qui sont des gens assignés à la reproduction, et des gens qui sont libérés dans la production. C'est parfois un peu plus compliqué, mais si on ne pousse pas un peu les choses vers leurs extrêmes, on n'en sort pas. Alors, à partir du moment donné où on est assigné à la reproduction, vous savez, ma carrière professionnelle, en partie diplomate et fonctionnaire dans l'État belge, fait que j'ai été à la fois un commandant et un commandé. J'étais dans des situations où je donnais des ordres, où je devais donner des ordres, où je devais obéir et faire obéir. Et moi, ce qui m'a fait crier dans ma vie, on a parlé tantôt du cri, qu'est-ce que c'est que cette relation qui consiste à donner des ordres et à obéir? Qu'est-ce que c'est que cette relation à partir du moment où j'ai écrit en 1996 un livre qui s'appelle L'homme résistant et qui est une recension anthropologique assez fidèle des pratiques d'esclavage dans les associations libératrices et dans les administrations.
libérateur un jour, tyran pour toujours. Est-ce peut-être ça, hein? Donc les associations peuplées de tyrans monomaniaques libérateurs, j'imagine que vous connaissez un petit peu ce que ça veut dire. Et à partir de ça, s'engendrent effectivement des phénomènes que j'ai appelés des résistances. Rejoignons là par là tout l'origine de cette culture qui est de la culture protestante, restare, rester debout. Hein? Alors il y a cette fameuse phrase, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Je me permettrai, avec la résistance, de dire que les résistants diront mieux vaut vivre convenablement debout que de devoir ramper à genoux. Les résistants n'ont rien à voir de mourir debout, hein, ce n'est pas leur affaire. Hein. Donc, mourir pour des idées, d'accord, mais de leur plan. Mourir debout, ce n'est pas vraiment ce qui intéresse. Pourquoi? Parce que mon coup de force, c'est de dire que les résistants sont des spinoziens. Alors, la première chose, c'est Deleuze qui pointe ça, un philosophe que j'ai découvert, comme je vous l'ai dit. Les hommes sont sans doute la seule espèce animale qui prend son plaisir à mettre les êtres de son espèce en esclavage, de les dominer, de les diriger. À part, effectivement, je pense, je ne sais plus quel insecte qui fait sucer les pucerons, je ne sais plus, mais comment? La coccinelle. La coccinelle. À part des exemples comme ça, je ne sais pas si dans le monde animal, il y a des mises en esclavage. C'est une spécialité de l'espèce humaine de mettre ses semblables en esclavage. Alors, quand on met ses semblables à l'esclavage, il y a forcément des résistances. Ce qui permet de distinguer deux grands concepts spinoziens repris par Deleuze, le pouvoir et la puissance. Le pouvoir, on va y venir dans un exemple, c'est couper les autres de leur puissance et utiliser les autres comme un moyen pour le développement de sa propre puissance. La puissance, c'est un concept de Spinoza. Tout être, autant qu'il est, veut persister dans son être. La puissance spinozienne, c'est le désir d'expansion de nous-mêmes, de construction de nous-mêmes. On va y arriver. Avant d'arriver à cette explication spinozienne, un bon exemple de pouvoir tordu, c'est ce qu'on appelle le pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un dont le mode immédiat, symptomatique, c'est le fait qu'il pratique le harcèlement sur les autres. Il est harceleur. C'est quelqu'un pour qui l'autre ne peut être qu'un moyen. L'autre ne peut être qu'un moyen pour le propre développement, la propre réalisation de son désir. Et si l'autre n'est qu'un moyen pour sa jouissance, c'est ma manière de comprendre ça. Je n'ai pas été consulter la petite nièce de Freud pour savoir si j'avais raison. Je joue moi-même avec les concepts et j'essaie de me débrouiller. L'autre, à partir du moment où vous le dominez, réfléchissons un instant, il se met à souffrir. Donc le signe même que l'autre qui est pris comme moyen nous envoie, c'est qu'il souffre. À partir de ce moment-là, le dominateur va carburer à la souffrance de l'autre. Il aura besoin, la souffrance de l'autre sera le signal qu'il est bien enclenché dans une relation toxique avec lui, qui est tonique pour lui d'ailleurs. Le signal de la souffrance de l'autre, c'est le fait qu'il l'a bien arraisonné, qu'il s'en est bien emparé, que l'autre est vraiment devenu sa chose. Les numéro 1 dominateurs, c'est vérifié, et là on est vraiment dans le spinozisme, les personnes, imaginez que vous soyez dans un groupe, ça a été fait, c'est une publication dans le grand journal The Lancet, ça a été vérifié empiriquement par des grands journaux scientifiques américains et anglais. Les personnalités dominatrices au moment où elles exercent leur domination sont récompensées par des afflux de dopamine et d'adrénaline. Il y a donc chez les Nurbenois une addiction même à la posture de domination. C'est quelque chose ce n'est pas qu'un phénomène purement relationnel, purement, je dirais, symbolique de langage, c'est dans leur corps que la domination s'inscrit et que leur jouissance s'inscrit. Et les dernières découvertes de la neurophysiologie valident ces positions-là.
les dominants sont des addicts à la dopamine et à l'adrénaline. Et ils en ont besoin. D'où vous comprendrez aisément qu'une des caractéristiques très patentes de la domination, c'est le fait qu'elle se dérobe à elle-même. Elle se ment à elle-même, elle se dissimule à elle-même. Il n'y a pas besoin d'avoir lu Pierre Bourdieu pour comprendre ça. Alors, ici je fais référence pour continuer à qu'est-ce qui résiste en nous. Je fais allusion à un livre de Michel Onfray que je ne connaissais pas, qui est lisible, qui s'appelle Politique du rebelle, et qui fait allusion à une série d'intellectuels français qui sont rentrés des camps de concentration. Et ça me fait penser à ce que disait Simone Veil, votre ancienne ministre, qui avait vu en son temps, certains à mon âge, une série américaine qui s'appelait Holocauste. Et on lui demandait est-ce que les choses étaient comme ça dans le camp nazi où vous avez été. Il dit non, les gens d'Holocauste sont très gentils. Quand il y avait une couverture d'un autre et qu'il détournait la tête, on lui volait sa couverture. Donc ce n'est certainement pas le sujet dans les circonstances les plus animales de résistance dans lesquelles j'ai été moi-même. Ce n'est pas le sujet qui résiste. Ce n'est pas la personne, les répertoires de rôle qui résistent vraiment. Quant à l'homme des droits de l'homme, ça me fait doucement rigoler. Ce qui résiste vraiment, c'est le désir, la persistance de soi. C'est quelque chose de quasiment animal. C'est quelque chose de prédateur. C'est quelque chose de forcené qui s'inscrit dans la dureté même de notre corps. Voilà, là, cette phrase de l'éthique de Spinoza, chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. C'est la définition spinozienne du désir. Alors, je vais passer un peu sur Tocqueville, parce qu'il faut que je songe à Madame Gaillard qui me suit, elle a des choses très intéressantes, mais je vais quand même lire ceci. Dans les démocraties, les serviteurs ne sont pas seulement égaux entre eux, on peut dire qu'ils sont en quelque sorte les égaux de leur maître. L'égalité des conditions fait du serviteur et du maître des êtres nouveaux, et établit entre eux des nouveaux rapports. L'image confuse et incomplète de l'égalité se présente à l'esprit des serviteurs. Ils se révoltent au fond de leur cœur contre une infériorité à laquelle ils se sont soumis eux-mêmes. C'est assez extraordinaire ce que raconte là. Réfléchissez un instant. Quand vous êtes, certains d'entre vous êtes des chefs ou des sous-chefs, et vous avez entre vous des sous-chefs ou des obéissants. Avant d'entrer dans leur relation de maître-serviteur, quand ils ne sont pas dans le lieu de travail ou dans tel lieu, ce sont des égaux démocratiques comme vous. Hein, nos enfants, nos petits-enfants sont confrontés à des pères qui sont des porte-freudiens affaiblis et ils sont vraiment éduqués dans une culture démocratique. Et ces mêmes personnes qui sont imbibées de démocratie, qui ont une conscience vraiment infuse de l'égalité de conditions des êtres, ils entrent à un moment donné dans une relation dominant-dominé, dirigeant-dirigé. Vous ne pouvez pas savoir, et vous le savez sans doute comme moi, cette espèce de haine féroce derrière les approbations souriantes que peuvent nourrir les dirigés vis-à-vis des dirigeants. Tous les RSH possibles refoulent sans doute ce fait qui peut parfois être terrifiant, cette espèce de haine sourde, ce mépris dissimulé que peuvent avoir les dominés pour les dominants. Et ce mépris, cette haine sourde, vient du fait que le dominé et le dominant entrent dans l'espace de direction et de domination à partir d'une culture démocratique qui a fondamentalement infusé en elle-même. Et votre Tocqueville, c'est un génie, hein, parce qu'il n'a pas écrit ça l'année dernière, il a écrit ça en 1835. Hein, donc ce sont des désirants qui vont entrer en conflit. C'est l'occasion d'opposer un peu scolairement deux conceptions du désir, la conception spinozienne et la conception freudienne. Pour Spinoza, ce n'est pas compliqué, le désir, c'est l'usine de production de nous-mêmes. Hein, nous nous produisons nous-mêmes en générant toute une série de relations autour de nous, dont la forme première est la prédation. Voilà, on est un animal, il y a un lapin qui passe, et on le prend et on le mange. C'est la forme élémentaire.
ça va être plus compliqué que ça, on va pratiquer des agencements. Et donc le désir, c'est une persistance de soi dans laquelle on a intérêt d'ailleurs de mieux comprendre le monde. Je l'ai dit d'entrée de jeu, moi je suis un spinozien rabbin, c'est en connaissant mieux le monde qu'on va mieux se gouverner dans les relations qu'on noue avec lui. Alors ce qui est vraiment important, c'est vraiment le seul point inavalable de Spinoza pour Freud ou vice-versa, c'est que le manque dans la conception spinozienne du désir, c'est quelque chose qui est totalement extérieur à nous-mêmes. Vous êtes en train de construire un mur, vous êtes maçon, à un moment donné, vous n'avez plus de ciment, ou un petit garçon a vu voler votre truelle, la truelle manque, le ciment manque, mais ces éléments-là ne font pas partie d'un monde constitutif qui serait logé à l'intérieur de nous-mêmes, qui ferait partie de notre condition d'être. Non, là, il y a quelque chose d'un profond pessimisme. Je ne sais pas dire quelle en est la vérité chez Freud, c'est que l'être humain dans son désir est toujours poros, dira Platon avec Madame Guillotine, je ne sais plus, dans Banquet, je pense, peu importe lequel. Il y a un manque constitutif. Notre être est traversé par un manque qui le constitue pour Freud. Ça, c'est inavalable pour Spinoza. Alors, en dehors de ça, peut-être effectivement, le désir constitutif spinozien, c'est un désir d'ingénieur, c'est un désir de bricoleur, on va y venir. C'est un désir assemblier, engenceur, ambianceur. Hein, donc, il ne désire pas une personne, il désire un agencement. Voilà. Alors, continuons. Le désir va prendre des formes de résistance et il y a plusieurs manières de résister. Hein, dans le ghetto de Varsovie en 1943, les Juifs résistent, ils l'ont écrit, on a retrouvé leur texte, ils résistent ce sont des kantiens, ils résistent pour la dignité humaine. Ils résistent pour sauver l'humanité dans sa dignité. À peu près un an après, la Kreskowa Polska Army, l'armée polonaise, résiste pour l'honneur de la nation polonaise. C'est autre chose, je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous faites vos affaires avec ça. C'est une autre manière de résister. Mais dans les deux cas, on est arrimé à des valeurs qui nous transcendent, qui nous dépassent et avec lesquelles nous établissons des connexions les plus nobles possibles. Alors, il y a une deuxième manière de résister qui est beaucoup plus, on dirait en Belgique, platesac, très plate, c'est celle dont je vous ai parlé tantôt, c'est celle dans laquelle j'ai vécu. Mieux vaut vivre debout que mourir à genoux. Hein, donc, c'est une manière très pratique, c'est faire mille et une choses dont je vais parler pour ne pas se faire mettre par les dominants. La troisième manière, elle est beaucoup plus tragique. Et chaque fois, les rares fois où je vais à Paris, je vais toujours déposer des fleurs sur le mur des fédérés. Il y a des gens qui résistent à un moment donné le dos au mur. Ils n'ont pas la possibilité de faire autre chose que de résister. C'est comme dans une nouvelle de Kafka, où vous avez la souris qui avance, elle est prise dans des espèces de petits labyrinthes, et un dernier membre, elle se fait attraper par le chat. Il y a des gens, dès un moment donné, ils n'ont pas le choix de résister. Ça n'a pas été mon cas. Mais vous savez très bien ce que ça veut dire. Il y a des gens qui n'ont pas le choix de résister. C'est encore une autre, beaucoup plus tragique que celle pour laquelle je vous ai proposé un embarquement. Vous avez les corps de Leni Riefenstahl, la photo de Gilles Deleuze. Les résistances vont sans doute prendre des formes qui est le fait de déplier ce qui est plié en nous. Nous devons nous plier à un moment donné. Le monde nous arrive sous forme de plis, comme si nous étions une boîte aux lettres. Tout le monde, dira Leibniz, concourt par des raisons tout à fait suffisantes pour me produire là où je suis, pour me produire là. Je suis impliqué par la totalité du monde et je vais à mon tour expliquer le monde. Je vais à mon tour, si je suis expliqué, je vais impliquer. Je vais devenir moi-même un agent constitutif de la totalité du monde. Il y a donc... et ces formes de plis vont être diverses.
Et les gens qui sont dominés sont des gens qui sont beaucoup plus pliés dans une certaine mesure, à tel point qu'ils doivent se replier. Alors voilà un exemple, mon compatriote Jacques Brel, de fabrication du pli quand on est soldat dans l'armée belge, qui n'a pas la grandeur de l'armée française. Autrement dit, dire que c'est une histoire de con, c'est un faible mot. Il y avait voilà, c'est des manières d'être pliés. Au suivant, au suivant. J'imagine que je ne dois pas trop m'attarder, vous connaissez cette chanson, sinon vous pouvez la réécouter, elle est sur YouTube. Alors, il y a cette phrase de Bourdaloue. Vous voyez le pot de chambre à côté qui est un Bourdaloue. Les maîtresses de Louis XIV pour expier leurs péchés. Allez écouter les sermons de Bourdaloue. Et elles avaient des espèces de robes qui ressemblaient aux premières générations de parachutes avec des lattes en bois. Et elles introduisaient le Bourdaloue quand elles devaient faire Madame Pipi. Et vous voyez un exemple de citation de Bourdaloue. Ces âmes inflexibles qu'on ne peut plier et qui n'ont de l'état religieux que la clôture ou l'habit. Il avait bien compris, le charmant bonhomme, ce qui en est les maîtresses du roi Louis durant ces sermons qui étaient absolument longs, un peu comme les miens, mais vous n'avez pas besoin de prendre des Bourdaloue, je l'espère. Voilà, encore. Voilà, les majorettes, ça existe en France, surtout dans le nord de la France. Vous avez peut-être vu ce film avec un de mes compatriotes dont nous maintenant. Ces forces, je cite Deleuze, ces forces externes plient en nous, développent les manières dont nous nous concevons en tant que sujet et des manières d'être en rapport avec soi-même dans le travail, l'amour, l'amitié, plus généralement dans nos vies. Alors, déplis. Comment fait-on des déplis, des replis, des plis en résistant? Et là, donc, je vous parle à partir d'une exploration anthropologique de 20 ans dans la bureaucratie belge, parce que ça doit être plus ou moins la même chose ici. Voilà diverses manières de résister. La première, c'est ce qu'on appelle la carnavalisation du monde. C'est faire carnaval à des moments de repos. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous savez très bien ce que c'est. C'est faire des guérillas plutôt que des guerres. Par exemple, certains de mes collaborateurs, nous avions un surchef harceleur, entrait dans son bureau, ouvrait son agenda, modifiait les lieux et les dates de rendez-vous. Ce qui fait que la personne nous téléphonait à folie, je suis à tel endroit, mais ce n'était pas le bon. Donc on avait littéralement saboté son agenda. Et la personne ne s'y retrouvait pas. C'est un art de guérilla. Hop, on fait une piqûre et puis on s'en va. C'est instaurer des relations de proxémie. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous avez vu le film « Ma vie est un long fleuve tranquille », comment des gens qui ont peut-être le petit épicier d'extrême droite est quand même très fort copain avec son voisin maghrébin. Ils sont proches, donc ils font partie de la même gang, comme on dirait au Canada, au Québec. C'est poétiser son monde de mille et une manières. On est dans un monde où le dominant contrôle notre espace. Et on va essayer de rétro-poétiser. Pour rendre notre monde, on va mettre par exemple, les camionneurs mettent des photos de jolies filles à moitié nues sur le bord de leur camion. Des collaboratrices soulignaient aux surligneurs les jours de vacances et les jours de congé, les photos de ses enfants, etc. Notez bien que les 100 bureaux fixes, une nouvelle invention qui a existé après mon livre « L'homme résistant » en 1996, c'est une géniale invention des architectes de la cour de François Mitterrand. Eux, il leur était interdit de poétiser leur lieu de travail momentané. Hein, ce ne sont pas des SDF, ce sont des SBF. Ils ne pouvaient pas poétiser. On peut animaliser son monde, botaniser son monde. Si vous connaissez Gaston Lagaffe, vous voyez que son univers est peuplé de plantes, notamment des cactus qui lui permettent d'épingler, de trier à des moments donnés. Il ne se fait pas engueuler parce qu'il a bien trié le courrier en les appliquant sur les pics de cactus. De moment donné, ça ne se passe pas comme ça avec M. Demesmaeker. Un des grands canons de la résistance, c'est la débine. Hein, donc au moment où on va vraiment faire quelque chose pour le chef, on n'est pas là. C'est un peu comme mes fils et mon beau-fils qui, au moment de devoir faire la vaisselle, vont à la toilette. Hein, c'est pas nouveau, ça se débiner, la débine. Hein, simuler la participation.
C'est un des grands canaux de la résistance. Au chef, vous avez vraiment eu une idée absolument merveilleuse. Nous allons embarquer à 120% dans votre trip. Hein, les choses commencent comme des grandes explorations pour découvrir le Guatemala, et on ne va pas plus loin que dans la grande idée. Si vous connaissez ce livre chiant mais intéressant, L'homme sans gravité de Robert Musil, on cherche des grandes idées et finalement ça termine, on veut explorer le Guatemala et on ne va pas plus loin que la ruelle d'à côté, à cause du fait que ceux qui sont embarqués simulent une participation enthousiaste et vont s'arranger pour la saboter dès que le dominant a dos tourné. On va arriver sur la perruque, j'en fais un truc. Faire la sieste, c'est très important, notamment chez Gaston Lagaffe, on verra pourquoi, et bricoler un sous-monde. Alors, la perruque, c'est une pratique de résistance qui consiste à utiliser tous les potentiels de l'entreprise pour ses propres objets. Un exemple classique sur lequel je fermais mes deux yeux, même le troisième, quand mes secrétaires tapaient les travaux de leurs enfants. Dans les administrations belges, le 5 septembre, il n'y a plus un seul crayon, ni une seule gomme, ni tout est parti pour les fournitures scolaires des enfants. Eh bien, voilà, il y a d'autres formes de perruques. Donc, perruquer, c'est utiliser les potentiels de l'entreprise pour ses propres désirs spinoziens. Alors on arrive à un monsieur extrêmement sévère qui s'appelle Emmanuel Kant, qui ne bricole pas. Je me suis permis d'inventer un verbe parce que les verbes sont plus intéressants que les nôtres, on le verra tantôt. Brigoler, bricoler, rigoler. Et lui, il n'a pas l'air de vraiment fort apprécier Gaston Lagaffe, vous allez voir. Je le lis, c'est dans la métaphysique des mœurs. En cette matière, la valeur propre, incomparablement supérieure à tout, d'une volonté absolument bonne, consiste précisément en ceci, que le principe de l'action est indépendant de toutes les influences exercées par des principes contingents, les seuls que l'expérience peut fournir. Contre cette faiblesse humaine, cette basse manière de voir, il a fait un traité pour lequel il était connu avec le docteur Tissot pour réprimer la masturbation des adolescents. La masturbation des adolescents, s'ils ne savaient même pas, ils ne pouvaient pas penser que ça puisse exister. Contre cette faiblesse qui fait qu'on cherche le principe moral parmi des mobiles et des lois empiriques, on ne saurait trop faire entendre d'avertissement, on dit trop souvent, car la raison, dans sa lassitude, se repose volontiers sur cet oreiller, et bercée dans son rêve par de douces illusions, elle substitue à la moralité un monstre bâtard formé de l'ajustement artificiel de membres d'origine diverse qui ressemble à tout ce que l'on veut, sauf cependant à la vertu. Donc, quand nous sommes, c'est une position très nette, hein, on l'aime ou on n'aime pas, c'est pas, Emmanuel Kant est sans doute un philosophe prodigieux, mais là, moi je ne l'aime pas et Gaston n'aime pas non plus, c'est visible. Les inclinations sensibles, pour Spinoza, pour Gaston, pour moi, peut-être pour vous, c'est des choses avec lesquelles nous gouvernons. Hein, on traite avec nos attachements, avec toutes nos inclinations. Et on va développer ça, notamment dans des territoires dominants. Mais vous voyez un exemple de territoire, vous imaginez bien que ces bricolages-là ne vont pas rester longtemps. C'est une résistance qui s'inscrit dans l'espace. Le dominant, le dirigeant, je n'ai pas le temps de faire la différence entre les deux, va littéralement très très vite les détruire. On bricole de l'éphémère, de l'inachevé, du non capitalisé. Ok, et puis, dans nos résistances, nous bricolons sur des lignes. Nous glissons sur des lignes. Alors, selon le philosophe Gilles Deleuze, il y a 3 sortes de lignes. Les lignes molaires, ce sont des lignes extrêmement dures. Obéissez, observez les contrats, conformez-vous aux lois, respectez les institutions. Hein, la France est un pays quand même conscient à ce niveau-là, avec des lignes molaires, parce que c'est un pays où il est encore quelque chose à dire. En Belgique, on est plutôt des pervers freudiens. Les lois en Belgique sont des indicateurs affaiblis de tendance, tandis que chez vous, ou dans le pays où j'habite au Canada, the law is the law. Au Canada, on ne rigole pas avec la loi. En Belgique, on tourne. Les lignes molaires, elles existent quand même. Les lignes moléculaires,
ce sont des micro-transformations, des micro-bricolages qui existent, des petites adaptations à la marche, qui font qu'à des moments donnés, à la limite, on préfère vivre assis que devoir rester debout vivre, et surtout pas mourir à genoux. Donc, si on peut se mettre dans un fauteuil, on n'hésitera pas. Ce sont des lignes moléculaires. Alors, il y a les lignes de Fruit. Donc, Rimbaud, c'est quasiment mon voisin, mon pays. Je suis né presque à la frontière française. Il allait voir ses tantes dans le village d'à côté. Vous connaissez ce merveilleux poème. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. Il a donc attrapé les haleurs, qui sont les gens sur les chemins de halage, qui tirent le bateau pour le garder dans la droite ligne. Non, à un moment donné, il les cloue au poteau de couleur. Pour les Freudiens, c'est vraiment une image parentale qui est... mais pas rien pour eux, d'ailleurs. Alors, effectivement, quand on glisse sur les lignes des fruits, on ne devient pas un autre, on est un. Si c'est pour devenir immédiatement une nouvelle substance figée, ça n'a pas d'allure. Ce qu'on va faire, c'est être une savonnette glissante, une truite qui vous échappe de la main. Et on va instaurer des zones de voisinage glissantes, des passages vers d'autres mondes. On va être, j'y reviendrai, dans la fuite. Mais aussi, les lignes de fuite, ce ne sont pas seulement des lignes où on fuit, ce sont des lignes où on fait fuir les autres, comme des robinets qui coulent. Quelle est notre manière d'être vraiment avec les autres, sinon de faire fuir réciproquement, de la manière la plus tonique et pas la plus toxique possible, nos systèmes de robinetterie respectifs. Je ne m'allonge pas là-dessus. Donc il s'agit de fuir et faire fuir. Et c'est dans le faire fuir que les choses vraiment importantes se font et dans lesquelles on va sortir de l'étalon majoritaire. Alors pour Gaston, il y a effectivement des lignes de fuite mentales, parce que les lignes de fuite spatiales, on l'a vu, elles peuvent être très très vite déterritorialisées, cassées, brisées par le dominant, le dirigeant. Quand on est dans le rêve, que ce soit un rêve éveillé ou un rêve non éveillé, on est dans des dispositifs de résistance mentale qui sont peut-être presque inexplicables de la part des dominants. Alors, là j'ai retravaillé, si vous me permettez, un concept deleuzien, je suis encore dans les temps, un concept deleuzien, la machine de guerre. Qu'est-ce que c'est la machine de guerre? Quand nous sommes sur des lignes de fuite, nous devons nous protéger des prédateurs. Nous devons aussi faire razzia sur les sédentaires. Et notez bien ceci, la manière dont je comprends l'affaire. Nous sommes nous-mêmes des sédentaires. Nous devons faire razzia nous-mêmes sur les couches sédentarisées qui nous habitent et qui font partie de tous ces attachements qui étaient dénoncés férocement par Kant tantôt. Nous sommes dans un rapport de razzia vis-à-vis de nos propres sédentarités. J'ai beaucoup d'amis, des intellectuels de gauche très sérieux à Bruxelles, qui se répandent en injures polies contre le capital. Et quand on voit leur bibliothèque, si ce n'est pas des capitaux culturels, s'ils n'ont pas des capitaux sociaux, des réseaux je ne sais pas ce que c'est. Donc ils feignent effectivement de dénoncer rituellement le capitalisme, mais par contre leurs capitaux, je pense qu'ils les soignent bien. Alors, certains d'entre vous connaissent ça, c'est un très beau texte de Nietzsche, vous le trouvez dans Humain trop humain. Si vous voulez en entendre dire par Gilles Deleuze sur YouTube, c'est Eldon, H-E-L-D-O-N sur YouTube. C'est merveilleux, c'est Gilles Deleuze qui dit ce texte-là, Le Voyageur de Nietzsche. Donc, je dis la fin. La nuit terrifiante sera pour lui un autre désert, tombant sur le désert, et il se sentira le cœur las de tous les voyages. Dès que le soleil matinal se lève, ardent comme une divinité polaire que la ville s'ouvre, il verra peut-être sur le visage de ses habitants plus de désert encore, plus de saleté et de fourberie et d'insécurité que devant les portes. Et le jour, à quelque chose près, sera pire que la nuit. Il se peut bien que tel soit à quelque moment le sort du voyageur.
Mais pour le dédommager viennent ensuite les matins délicieux d'autres contrées, nés des mystères du premier matin. Ils songent à ce que peut donner le jour entre le 10e et le 12e coup de l'horloge, un visage si pur, si pénétré de lumière, de sereine clarté qui le transfigure. Il cherche à la philosophie d'avant-midi. C'est aussi Gaston Lagarde qui cherche. Voilà une machine de guerre. J'ai dit que la machine de guerre servait à faire des razzias contre les coups sédentaires. Elle sert à se protéger, on va voir ça. Elle sert aussi à s'exprimer. À s'exprimer, vous voyez qu'ici Gaston Lagarde a créé une énorme mouche pour une fabrique de fritos. Une machine de guerre de Gaston, c'est par exemple ce dispositif qui lui permet de faire la sieste et de se relever avec une espèce de poulie quand Prunel, qui est son surveillant tortionnaire, arrive. Mais là, ça se termine mal. Hein. Il a fait la sieste et on voit que les assertis sont imprimés sur son visage. Mais la sieste est un élément de la machine de guerre. C'est une manière de recomposer ses forces, de résister aux prédateurs. On voit ici des exemples de prédation avec M. Boulier. C'est une des rares fois où vous voyez Gaston rouge. Notez bien que dans les formes de résistance, Gaston ne sabote jamais. Saboter, lancer son sabot dans les machines de laine comme les ludistes en Angleterre dans les années 1850. Alors, déterritorialisé, c'est un autre de mes compatriotes qui a fait le voyage en Amérique de 1945 à 1949, c'est Maurice, qui a été aux États-Unis avec Franklin. Ça les a marqués, les lignes de fuite américaines. Hein. Déterritorialiser, casser les côtes, s'arracher. Alors, il y a certains d'entre vous ont vu ce film merveilleux, Thelma et Louise, qui est un film qui se termine mal. Deleuze disait à ses élèves, quand vous fouillez, prenez une arme. Et Thelma et Louise, qui récupèrent pour leur propre compte de femmes ce mythe héroïque du héros, elles sont dans des lignes de fuite, mais ça se termine mal. Vous voyez la dernière scène, quand elles vont jeter leur voiture dans le gouffre. Si vous avez l'occasion de revoir ce film, par rapport à notre propos, n'hésitez pas, c'est un film extraordinaire. C'est la réappropriation par les femmes d'un mythe typiquement macho, si vous m'excusez ça. On recrée des nouveaux territoires, on ne fait pas que déterritorialiser, on va recréer des nouveaux territoires. Parfois, comme on l'a vu pour Thelma et Louise, ça se termine mal. J'ai cité tantôt la première strophe du bateau ivre, je vous lis la dernière. Je ne puis plus baigner de vos langueurs aux lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons. Le bateau ivre, c'est l'histoire d'une gueule de bois. Hein? Il a été trop loin, il s'est brûlé. Hein? Et c'est une ligne de fuite qui tourne mal. Nos lignes de fuite, elles peuvent tourner mal à un moment donné. Hein? Et notamment dans le fascisme. Alors effectivement, une manière de ne pas tourner mal, c'est d'être dans des mots de venir, échapper aux gares de triage et aux gares de striage. C'est glisser. Hein, glisser sur des espaces lisses et quitter les espaces triés de la domination. Parents, enfants, humains, animaux, autochtones, étrangers. Voyez comment il y a des formes. Nous-mêmes, nous sommes formés, dira Foucault, dans nos corps. Hein, j'ai longuement travaillé à Prague et les Tchèques ne regardent pas les gens comme les Français ou comme les Belges. Par rapport à un jeune d'origine maghrébine, est-ce que c'est vraiment poli de le regarder dans les yeux? Je ne pense pas. Les corps sont civilisés, ils sont formatés. Les corps, au point de départ, sont des corps sans organes, qui souffrent d'être organisés et qui voudraient se réorganiser d'une autre manière que l'organisation qu'on leur a imposée. Et c'est vraiment ce que, quand Spinoza écrit, personne, en effet, n'a jusqu'ici déterminé ce que fut le corps. Notre corps, tout nous arrive par notre corps. Et notre corps est chatouillé, connecté toxiquement, toniquement avec le reste du monde. C'est le corps de Spinoza, pardonnez-moi la comparaison audacieuse, c'est un peu quelque chose qui ressemblerait à l'inconscient freudien. C'est de là qu'il y a des choses qui vont venir qui nous surprennent. Notre corps nous surprend. Ne cesse de nous surprendre parce que le monde nous arrive par force pliante en lui.
Et alors, Gaston va essayer de réorganiser son monde autrement. Son corps est organisé par l'entreprise, il veut désorganiser cette organisation et réorganiser autrement. Les fauteuils vont jouer un rôle extrêmement important dans Gaston Lagaffe, comme la sieste. Hein, oh là, on dirait que ça ne veut plus continuer. Oui. Vous permettez un instant, hein, on dirait qu'on... Mais je vais continuer. Tant pis, on est à peu près à la fin. J'espère que ça va pouvoir se terminer. Voilà, ce n'est pas bien grave. Alors, j'espère que ça va pouvoir continuer. Vous permettez un instant. Comment on fait ça? Ah oui, voilà. Corps sans organe encore. On voit d'autres exemples où Gaston va organiser son corps d'une certaine manière. Parfois, c'est sous la direction des autres, sous une forme où il veut le réorganiser dans un agencement avec une trompette à coulisses et une bonbonne d'oxygène, et voilà, ça donne le résultat. On voit effectivement comment les corps sont pratiqués, traversés par des intensités, par des forces. On le voit dans cette peinture de Bacon, qui, est-ce un hasard, c'est le petit-fils de Freud, là, qui est déformé, de Sigmund Freud. Ce sont des intensités qui s'emparent des corps. Nous sommes emparés par des forces, et emparés de telle manière qu'à des moments donnés, nous sommes désemparés. Hein, l'emparement fait que nous sommes désemparés. Nous sommes tordus, pliés, repliés. Et nous essayons de nous désemparer, de nous retirer de ces emparements, de ces arraisonnements. On voit effectivement que dans Gaston Lagaffe, c'est un grand bédéiste belge, on voit que les corps sont emparés par des forces. Il y a des intensités qui habitent les corps. Vous voyez ça? Vous allez voir maintenant par rapport à Black et Mortimer. Black et Mortimer, c'est un des autres grands vedettes certains d'entre vous l'ont vu. Black et Mortimer, c'est j'oublie le nom de Jacobs. Hein, là, Jacobs, j'ai connu personnellement un ami de son fils. Il était passionné par l'égyptologie. Ces corps sont toujours des corps under control. Et vous voyez ici des gens qui sont dans des posture de haine terrifiante, puisque le lord, avec son revolver, et Ulrich ferait bien la peau de Black. Mais les corps ne bougent pas. Ils sont erratiques, ils ne sont pas habités par des forces, par des puissances. La seule manière, sans doute, qu'a le dessinateur de montrer ça, ce sont les épées croisées au milieu, qui, elles, essaient de nous suggérer que ça ne va pas entre eux. Ce sont des relations toxiques qui sont instaurées entre eux. Donc, on a essayé de remédier au fait que les corps du dessin n'étaient pas emparés par des forces. On a essayé d'y remédier par une espèce de panoplie d'armes croisées. C'est une conception égyptienne de la bande dessinée. Ce n'est vraiment pas celle qui est timide, celle de Hergé. Vous savez qu'Hergé, mon compatriote, avait une admiration sans borne pour Franquin. Il considérait que Franquin lui était bien supérieur, philosophiquement certainement, par rapport à ce qu'il a été. Voilà. Alors, c'est ma dernière phrase, ou à peu près. Dans le théâtre de la répétition, on éprouve des forces pures, des tracés dynamiques dans l'espace, qui agissent sur l'esprit sans intermédiaire, qui l'unissent à la nature, à l'histoire. Un langage qui parle avant les mots, des gestes qui s'élaborent avant les corps organisés. Je pense que tout est dit là-dedans. Ce qui est dit là-dedans, c'est que nous ne sommes pas des substances. Nous sommes des relations. Si on vous demande qui êtes-vous, vous allez dire je suis femme, j'appartiens à l'ensemble des femmes. Je suis traducteur, j'appartiens à l'ensemble des traducteurs. Je suis marseillais, j'appartiens à l'ensemble des marseillais. Les phrases de type S et P sont des phrases dans lesquelles vous ne trouverez jamais votre compte, dans lesquelles vous ne trouvez pas votre propre concept, puisque vous êtes toujours renvoyé à des ensembles qui vous surplombent. Vous n'êtes qu'un élément d'une série, vous n'êtes qu'un élément d'un ensemble. La leçon de Spinoza, la leçon de Deleuze, la leçon de Franquin, c'est songer au verbe.
Songez aux verbes, ce sont les verbes qui montrent vraiment ce que vous êtes. C'est par les verbes que vous utilisez pour votre propre compte que vous dites l'ensemble des relations toxiques ou toniques qui vous habitent avec le monde. Vous arrivez, grâce aux verbes que vous allez saisir dans le réservoir dynamique, vous arrivez à votre propre concept. Toute la philosophie de type S et P, au lieu d'être une philosophie S-P, S-P par P, c'est une philosophie qui vous annexe, qui vous déporte toujours comme un point minable dans un ensemble intéressant. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de refuser les substantialisations. Il s'agit d'aimer les verbes, d'aimer et de comprendre toutes les connexions possibles. Alors voilà les Marseillais, voilà un de mes compatriotes qui a dirigé l'Olympique de Marseille, voilà une petite trentaine d'années. Et de son temps, la ligne d'attaque de l'Olympique était beaucoup plus intensive, percutive que ce que j'ai vu pendant une mi-temps, voilà, du jour, en ratant l'exposé de nos collègues qui avait fait quelque chose de merveilleux sur la corde. Voilà, c'est un de mes compatriotes, vous l'avez aimé, et je vous remercie de m'avoir écouté. Votre conférence est très bien, je suis d'accord à peu près avec vous. Oui, je suis à moitié sûr, hein, si vous savez. Votre conférence est très bien, je suis d'accord en partie avec vous, sauf que j'ai deux réserves à vous signaler. Comment ça se fait, premièrement, que dans l'armée, vous êtes rentré dans l'armée, vous dites que c'est des rapports d'esclavage de dominant à dominant, comment ça se fait que vous êtes aperçu qu'en étant dans l'armée? C'est triste, parce que comme résistant, vous ne faites pas, je veux dire, il y a mieux que ça comme résistant. Hein. Moi, je veux dire, je m'en suis aperçu quand j'avais 8 ans. Hein. Ma mère avait un amant, il était colonel, je veux dire, il a mort. Ben, je veux dire, après il m'a fait moustique, tout ça, attention, j'étais content qu'elle sorte avec lui, mais je veux dire, premièrement, et deuxièmement, surtout sur la science. Ce qui vous touche à vous ne me touche pas à moi, parce que bon, moi je passe ma vie dans les musées en histoire naturelle, tout ça, hein, et quand le boson de Mach est découvert, moi ça me fait plaisir, vous comprenez, parce que vous, votre truc, là, ça découle de la recherche fondamentale, votre engin là, que vous avez là. Quand vous êtes un vieux désirant, monsieur, c'est grâce à la science, parce que alors moi ça me fait énormément, quand on découvre quelque chose, ça me fait énormément plaisir. Alors je voudrais savoir comment vous gouvernez votre vie, comment faire pour gouverner votre vie, puisqu'il y a toujours quelqu'un d'autre dans notre vie. Alors on dit le boson de Higgs, c'est la particule de Dieu, il y a de la religion dans la science. Alors, moi ça m'ennuie d'être dans la science. Je parle comment voulez-vous gouverner votre vie, comment d'être seul, c'est pas possible, monsieur. Alors, je n'ai pas tout compris malheureusement, oui, c'est une histoire un peu absurde. Ce qui est absurde, c'est qu'elle parle sourd, j'ai vraiment une très mauvaise ouïe. Mais j'ai compris que vous critiquez un peu la question par rapport à la science. Et moi, à partir de mes assises spinoziennes, je dirais deux choses. La première, c'est que le domaine scientifique est un domaine aussi conflictuel que le domaine artistique ou le domaine philosophique. Il ne cesse d'y avoir des conflits de divers types dans la science, des conflits paradigmatiques de paradigmes, des conflits honteux comme cette chercheuse qui s'est fait dépouiller par Crick et Watson de la structure hélicoïdale de l'ADN et qui en est morte alors qu'elle était la réelle découvreuse. Donc il y a des conflits hommes-femmes dans le milieu scientifique. J'ai pu le voir. Une grande spécialité d'un certain nombre de maîtres dans les universités, c'est de voler les travaux de ses élèves. C'était le cas de mon frère, qui est un brillant généticien animal, qui s'est fait dérober tous ses travaux. Donc le monde scientifique, est-ce qu'il est? Il génère toute une série de technologies, il nous dit à des moments donnés, parce qu'un certain nombre de propositions scientifiques sont vérifiées, contrôlées, c'est quelque chose d'extrêmement noble et la philosophie de Spinoza passe par un deuxième stade
après le monde des passions, qui est le monde de l'action et dans lequel les hommes accueillent un certain nombre de vérités qui ont été bien établies et que la science nous apporte. Donc je ne me permettrai pas, par rapport à la démarche scientifique, de la trouver idiote, de même que la technique. La technique peut avoir des pouvoirs libérateurs comme la science. Mais j'espère vous avoir en partie répondu. Et si j'avais par malheur laissé entendre que mon discours faisait preuve de quelque mépris vis-à-vis d'un certain nombre de segments de ce qu'est l'univers scientifique, je me serais mal exprimé. Voilà. Ah ben voilà encore. Il pitié de moi et il parle fort pour que j'entende. Je vous remercie vivement de votre intervention et de l'approche que vous avez de la philosophie. Vous avez manifesté une extrême humilité vis-à-vis de vos compatriotes en matière de philosophie. Vous avez au contraire souligné un certain prestige de la France. Moi, qui pratique les cafés philo français depuis une vingtaine d'années, je peux vous dire que c'est très bien si vos compatriotes se lancent dans l'amour de la philosophie selon votre courant. Je veux dire, il y a deux courants philosophiques, celui de la connaissance, celui de l'action. Si on préfère le courant ascétique, platonicien, Aristote, vous avez nommé Kant, etc. Et puis la philosophie de l'art de vivre. Et vous avez évoqué Michel Onfray, qui est le seul philosophe à se fader toute l'histoire de la philosophie, la courte histoire de la philosophie, fondée sur l'hédonisme, la recherche de l'épicurisme, l'hédonisme et la recherche d'un art de vivre. Ça fait 20 ans que j'essaie dans les cafés philo de faire partager au moins l'approche de ce courant de l'art de vivre. Dans ma modeste entreprise, j'ai fait un guide complet. C'est un mystère complet pour moi, dans le pays, effectivement, d'un des grands pays de la philosophie, de l'indifférence totale des gens pour tous les philosophes qui ont contribué à apporter leur écho à la recherche d'un art de vivre. Et pour ce qui est de notre sujet d'aujourd'hui, donc c'est un mystère pour moi. On en a que pour Platon, etc., alors que c'est le Le Pen de l'époque, Platon, l'élitiste, le courant de la 16, etc. Alors pour faire le joint avec notre sujet, Gaston Lagaffe plaît beaucoup. Il est beaucoup plus séduisant que Tintin, qui était le sujet d'hier dans cette salle. Tintin qui porte précisément une morale de la 16, de la répression sexuelle, etc. Bon. Heureusement qu'il y a le capitaine Haddock pour compenser et qui s'autorise un petit peu de liberté grâce au whisky, etc. Mais il est quand même le capitaine Haddock du courant aristocratique, c'est-à-dire porteur de valeurs éternelles, etc. Donc rien n'est gratuit chez Hergé en matière de morale rigoriste, etc. Gaston Lagaffe, c'est celui qui transgresse justement l'ordre établi. Et Fantasio, que je sache, est le rédacteur en chef, au moins, du journal Spirou. Donc, non seulement il vit le présent pour pouvoir sortir l'hebdomadaire à temps, etc. C'est un garçon extrêmement sérieux. Et je suppose qu'il anticipe, c'est-à-dire ce que vous avez expliqué, c'est-à-dire qu'il projette dans l'avenir les formes du devenir de ce journal. Et Gaston ne cesse d'entraver en toute innocence et naïveté cet ordre établi. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est une forme d'art de vivre qui me paraît particulièrement pertinente aujourd'hui en Europe, où on est en perte complète de valeur. Tout ce que l'on a construit est fondé sur ce que vous appelez le cartésianisme, en fait, le rationalisme, l'anticipation, l'investissement, l'épargne, la thésaurisation, l'industrie pour toujours, etc. S'effondre complètement et on n'a rien à mettre à la place. Puisque vous êtes, je crois, de façon indiscutable, dans le courant philosophique de l'art de vivre, que pensez-vous d'une prolifération de Gaston Lagaffe qui serait une forme de révolution douce par rapport à un système qui a montré, qui a abouti, c'est-à-dire qui ne sait plus rien donner
autre que des catastrophes encore pires que celle d'aujourd'hui, qui est le capitalisme financier. Donc, je vous répondrai très rapidement parce que... Ah oui, on a encore un tout petit peu de temps, Hélène. Ce que vous terminez par ce qui est le sujet de mon dernier livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Nos devenirs spinoziens, fraternels et anarchistes », dans lequel je fais allusion à un grand penseur français totalement oublié, mais peut-être pas par certains d'entre vous, qui s'appelle Pierre Leroux. Pierre Leroux, en gros, dont toute la philosophie dit liberté, la liberté va donner ce qu'on appelle très court le capitalisme le plus odieux, l'égalité va donner naissance au goulag, et il y a la fraternité au milieu, qui est une valeur cardinale pour lui, et pour laquelle il va donner un certain nombre de propositions très nourricières, pour dire qu'une société juste, c'est une société qui permettra de conjuguer la liberté et l'égalité grâce à la fraternité. C'est un premier élément de réponse. Je pense qu'un deuxième élément de réponse est donné par un certain nombre d'anarchistes français du XIXe siècle. J'ai découvert avec merveille Victor Greffiules, Pelletier, Pouget, tous ces gens qui étaient des ouvriers ou des manuels et pour lesquels Marx, le grand philosophe allemand qui venait de la bourgeoisie avec un mépris amusé, vis-à-vis de Proudhon, Marx écrivait à Engels, j'ai encore ridiculisé cette espèce de nulard qui ne connaît pas l'allemand et qui n'est pas capable de comprendre la dialectique. Donc il y a eu dans votre pays, en Espagne, au XIXe siècle, au début du XXe siècle, autour de la Première Internationale, la mise de côté d'un courant qui demande certainement à être réfléchi, à être travaillé, à être mis en pratique davantage, qui a été celui de l'anarchisme. Et donc dans lequel la France a joué tous ces... Je n'ai pas envie de dire que ce sont des théoriciens, tous ces gens qui ont pensé, ce sont des gens comme Victor Greffiules, comme l'Exode, le deuxième livre de la Torah, qui à des moments donnés disent c'est peut-être quelque chose de nouveau. Le capitalisme est ce qu'il est. La société dans laquelle monsieur nous faisait des critiques tantôt, il y a des richesses de la science. Elle est ce qu'elle est. Un certain nombre d'entre nous, comme dira ma compatriote et philosophe Isabelle Stenger, nous sommes sidérés par le capitalisme, nous sommes ensorcelés. À des moments donnés, nous nous opposons à lui dans des manifestations, mais pratiquement à de tas de manières, nous l'approuvons dans notre manière concrète de vivre. Hein, la substance pensante de notre être cartésien le critique, mais notre substance étendue fait que nous ne cessons de coucher avec lui, de nous étendre avec lui. Alors, quelle est la leçon des anarchistes français du XIXe siècle? Ce n'est pas tellement de s'opposer à lui, que de pactiser avec lui, parce que Proudhon était quelqu'un... la propriété, c'est le vol, c'est une manière totalement tordue il en est le premier responsable, ce n'est pas ça qu'il voulait dire. C'était la propriété, c'est le vol, la possession est parfaitement légitime, le fait d'utiliser ce produit. Ce que vont proposer les anarchistes français, tels que je les connais par des lectures, j'en reste là pour le moment, ce n'est pas tellement de s'opposer front à front au capitalisme, mais de sortir, de prendre des lignes de flûte. Pour partie, ne plus lutter contre lui, il est tellement fort, mais utiliser, faire razzia en lui pour tout ce qu'il peut nous apporter, parce qu'il peut nous apporter des tas de choses positives, mais de sortir, de s'en aller de lui, s'inscrire sur des lignes de fuite, faire que ce qui fait l'essentiel de notre vie n'obéisse plus au règne de la marchandise prestigieuse et de l'accumulation. C'est vivre autrement. D'avoir peut-être des rapports, s'il nous le permet, des rapports pacifiés avec lui, ne plus nous désensorceler vis-à-vis de lui, ne plus être sidérés, mais faire la vraie vie est ailleurs. Est-ce que nous construisons notre ailleurs? Est-ce que nous construisons notre ailleurs de telle manière que nous soyons encore mieux outillés que Gaston, que nous construisons sereinement un autre monde à côté de lui, et que peut-être... si les démocrates l'habitent, il y a des relations peut-être pacifiées, mais dans lesquelles nous ne serons plus ensorcelés.
Et pour cela, nous aurons peut-être des formes d'exode meilleures encore que celles de Moïse quand il envoie les 7 plaies d'Égypte au Pharaon. C'est un peu ça la question. Donc, le livre que je viens de publier, c'est une réflexion là-dessus, c'est sortir. Voilà, prendre des lignes de fruits, s'en aller. S'en aller, ça ne veut pas dire garder derrière, on envoie des cartes postales et ils nous envoient des paniers repas. On négocie avec lui à des moments donnés. Je n'ai rien d'autre que d'être en plein accord avec tout ce que vous avez dit auparavant. Je vous remercie. En raison du timing un petit peu serré, je vais devoir couper les questions. Je vous invite à revenir ou à rester pour la conférence d'après qui est Bambine à bâton du cul avec François Gaillard. Merci à vous.